Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point de rentrée sur les actualités en matière de crypto-monnaie avec Valentin Demey, CEO de Cube3. Cela nous amènera notamment à revenir sur les cours du Bitcoin durant cet été, mais aussi sur des actualités plus récentes comme l'acceptation en juillet des ETF Ethereum Spot. Nous reviendrons ensuite dans la deuxième partie de l'émission dans Enjeux Patrimoine sur les marchés boursiers et sur la stratégie à adopter en cette fin d'année en matière de marché actions, alors que l'été a pu être un peu mouvementé sur les marchés européens et américains. Nous recevrons pour cela Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine, mais aussi Vincent Danis, président de Savignan. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un point sur les contrats luxembourgeois avec Hugues Chanteau, associé gérant de PNG Consulting Group, gestion privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons faire un point de rentrée en matière de crypto-monnaies. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Valentin Demey. Bonjour Valentin Demey. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous à distance. Vous êtes CEO de Cube3 et on trouvait intéressant de revenir un petit peu avec vous sur la séquence crypto-monnaie, notamment cet été, en juillet et en août. Alors il y a eu des annonces, notamment l'acceptation attendue des ETF Ethereum Spot après celle des ETF Bitcoin Spot qui était arrivée un petit peu plus tôt. Avant d'aller sur ces actualités, peut-être un mot sur la façon dont les investisseurs crypto ont vécu cet été. On sait que sur les marchés boursiers, ça a pu être un petit peu chahuté. Sur les marchés crypto, ça l'a été également. Comment est-ce que vous avez vécu cet été, Valentin Demey ? Alors, il fallait être un peu loin des cours et sortir toucher de la pelouse, comme on dit dans l'écosystème de l'innovation, parce que c'est vrai que c'était pas forcément un été extrêmement glorieux pour les actifs numériques, surtout début août, dans la foulée de tous les marchés financiers, avec toutes les actualités qu'on a connues, la banque centrale japonaise, les chiffres du marché états-unien qui n'étaient pas forcément exceptionnels. Mais c'est vrai qu'on a souffert un peu plus sur le marché des actifs numériques. Il y a eu début août $1 milliard qui ont été liquidés. On a perdu entre 15 et 20% sur les actifs numériques les plus solides et jusqu'à 40% sur les actifs numériques les plus petits en termes de capitalisation. Donc effectivement, c'était pas forcément un été qu'on attendait de cette manière. Surtout avec l'arrivée de l'ETF Spot sur Ether qui donnait quelques étoiles dans les yeux à la suite de ce qui s'était passé sur Bitcoin, où ça avait apporté beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inflow, de prix positifs. C'est passé un peu différemment sur Ethereum, puisqu'effectivement, il y a eu une sortie négative assez importante de position, près de 500 millions qui sont sortis. Donc ça a là aussi entraîné une petite pression à la baisse. Et puis, il y a des facteurs internes à l'écosystème des actifs numériques. Une plateforme qui a fait faillite il y a près de 10 ans, qui se voit redonner une partie des actifs à leurs clients et qui donc les vendent, puisque vous imaginez bien qu'il y a 10 ans, le prix du Bitcoin n'était pas à celui qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, plein de petits facteurs qui font que, oui, en effet, l'été n'était pas forcément le plus intéressant sur les cours, même si les news de fond ne sont pas forcément si dramatiques. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a cette ETF Spot sur l'Ether, effectivement, qui a été accepté fin juillet. Est-ce que ça vient valider encore un peu plus l'idée d'une corrélation entre actifs traditionnels et crypto-monnaie, quand on voit effectivement que on regarde ce qui se passe dans le monde des actifs réels, si je puis dire, ou en tout cas des actions, en tout cas les drivers qui ont un impact sur les marchés actions, les voir aussi avoir un impact dans le monde des crypto-monnaies? Alors, dans tous les cas, effectivement, le monde des actifs numériques n'est pas un monde à part. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont corrélées à la réalité du terrain. Même pour ceux qui disent que c'est virtuel, lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a une problématique dans le monde, eh bien oui, ce sont des actifs à risque qui peuvent aussi ressentir ces secousses et qui peuvent aussi bénéficier des bonnes nouvelles quand ça se passe, notamment aux États-Unis avec le pivot de la Fed. Eh bien, d'un côté ou de l'autre, bien évidemment, ça se ressent sur les actifs numériques. Après, il y a quand même cette distinction entre Bitcoin qui se veut vraiment être la réserve de valeur qui tend à être déconnectée de plein
plein de facteurs par rapport au Nasdaq ou même aux bourses en général. Et Ethereum, c'est vraiment une blockchain et une crypto-monnaie d'utilité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'en servir pour tout ce qui touche au NFT, tout ce qui touche au métavers, tout ce qui touche à la finance décentralisée, tous ces usages, ça se passe sur Ethereum. Donc l'utilité du token Ethereum, c'est de pouvoir payer les droits d'entrée et d'utilisation de cette blockchain, si on veut faire très simple. Donc c'est vraiment quelque chose d'utilitaire, alors que Bitcoin, on connaît la vision pour laquelle il a été créé en 2008, cette réserve de valeur. Donc les deux crypto-monnaies ne sont pas regardées de la même manière, mais oui, évidemment, les investisseurs qui sont aujourd'hui bien présents de la table ne sont pas fermés à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc oui, c'est corrélé souvent dans ces moments-là au marché financier. Et justement, cette différence d'usage, cette différence d'appréciation finalement entre Ethereum et Bitcoin, c'est ce qui viendrait expliquer la façon dont deux ETF spot démarrent différemment, ou il faut regarder aussi une explication autour du moment de marché, Valentin Demey? Pour moi, il y a trois facteurs. Il y a effectivement le moment de marché. On a listé, les ETF spot Ethereum ont été listés fin juillet, donc l'attention médiatique n'était pas forcément portée sur ça. Il me semble qu'il y avait les Jeux Olympiques et c'était très bien. Il y a effectivement les investisseurs institutionnels qui ne sont pas autour de la table. Il y a le deuxième sujet qui est que effectivement, ce ne sont pas les mêmes actifs et ce ne sont pas les mêmes intérêts du public non plus. Beaucoup connaissent Bitcoin. Il y avait Surfing Bitcoin à Biarritz il y a quelques jours au casino de Biarritz. Beaucoup connaissent Bitcoin. Énormément de passants s'arrêtaient, faire les photos et échanger avec les festivaliers. Autant Ethereum, on a quand même une petite marge de manœuvre pour arriver au même niveau. Donc il y a aussi ce point-là. Et puis le troisième point, c'est comme je disais à l'instant, Ethereum est un token utilitaire. Et en ce moment, Ethereum n'est pas très utilisé, pour être tout à fait honnête. La blockchain, en général, depuis 2-3 ans, quand on veut utiliser la blockchain pour une transaction un peu simple, qui est d'envoyer des cryptos d'un point A à un point B, ça va coûter entre 3 et 6 dollars, puisque la blockchain est assez utilisée. Là, cet été, ça a coûté quelques centimes. C'est pour dire à quel point le marché, les gens n'ont pas utilisé cette blockchain. Ça s'explique pour plein de raisons. Mais en tout cas, de fait, la blockchain Ethereum a été imaginée depuis son passage en proof of stake, on l'a beaucoup commenté, pour être soit inflationniste lorsqu'elle est peu utilisée, soit déflationniste lorsqu'elle est très utilisée. Et donc, de fait, là, depuis quelques mois, elle émet beaucoup plus d'Ether sur le marché qu'elle n'en supprime par l'utilisation. Parce que pour faire très simple, à chaque fois qu'on fait une transaction, il y a une partie des Ethers qui vont aux récompenses de ceux qui le font tourner, puis il y a une partie qui disparaît du réseau. Et donc, si on dit qu'on en crée 10 par jour et qu'on en brûle 15 parce qu'il est utilisé, ça va. S'il n'est pas utilisé, qu'on en crée 10 mais qu'on en brûle que 2, de fait, on en crée 8. Et en ce moment, c'est ce qui se passe. Le réseau est inflationniste, alors que pendant très, 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 très longtemps, depuis la mise à jour, il y a près de 2 ans, il a été déflationniste. Bon, on suivra dans Smart Patrimoine effectivement l'évolution de ces ETF Ethereum Spot à la fin de l'été aussi, pour voir effectivement comment s'amorce la tendance sur le sujet. Dernière question, Valentin Demey. On est aujourd'hui presque un jour de rentrée des classes. À quoi s'attendre sur le marché crypto, et surtout quelles actualités regarder pour un investisseur plus ou moins averti? Eh bien déjà, effectivement, c'est comment va se comporter le marché maintenant que la rentrée des classes est aussi le cas dans les marchés financiers. Donc, vous l'avez très bien dit, on a vu sur le Bitcoin un inflow intéressant en termes de ETF spot assez rapidement, mais c'est vraiment 4 mois après que ça s'est stabilisé, une fois que chacun s'est repositionné. Là, pour vous donner un chiffre, grosso modo, il y a à peu près 2% de la supply d'Ether qui sont dans les ETF, alors qu'on est à 5% de la supply de Bitcoin qui sont dans les ETF. Donc, c'est 55 milliards d'un côté, 7 milliards de l'autre. Donc, à voir comment ça évolue. Ça, c'est la première chose à regarder. La deuxième chose à regarder, c'est peut-être moins intéressant du point de vue de l'investisseur, mais malheureusement, c'est ce qui va driver une bonne partie des investissements, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'on en a parlé à un long moment, ça fait 2 ans qu'on s'attend à MiCA, ça fait 2 ans qu'on s'attend à sa mise en application, ça y est, on y est. Et d'ailleurs, la mise en application d'une bonne partie de marketing crypto-assets, ce règlement qui va un peu sanctuariser l'écosystème européen des actifs numériques et qui s'inspire très fortement de la réglementation bancaire, eh bien, a déjà trouvé ses premières proies. C'est les stablecoins, qui sont ces tokens qui suivent le prix d'un actif comme le dollar notamment pour la majorité d'entre eux, et qui donc sont extrêmement régulés aujourd'hui en Europe. On a eu ce grand débat entre le géant USDT qui n'a
décidé de ne pas faire le choix de la réglementation européenne contre son rival l'USDC qui lui Circle a fait le choix de la réglementation. Circle est autorisé à émettre et à continuer de circuler sur le territoire européen, pas son rival et donc le premier du nom l'USDT. Donc on voit des plateformes qui sont obligées de délister l'USDT et ça pose des problématiques, ça pose des interrogations sur là encore une fois la compétitivité de l'Europe puisque c'est le premier stablecoin du secteur. Comment va se positionner l'investisseur de demain, comment on va regarder cette réglementation continuer d'arriver dans l'ensemble du secteur. C'était les stablecoins en juin. En fin d'année, ça sera les plateformes. Et ensuite, tout va dérouler jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine pour ceux qui ont un peu de rab. Et donc, ça risque de secouer un petit peu. C'est ça qu'il faut regarder. C'est très clairement ça qu'il faut regarder dans les prochains mois. Message passé. Merci beaucoup Valentin Demey de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de l'incubateur et accélérateur Web3 Cube 3. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre quelle stratégie mettre en place sur les marchés actions d'ici la fin de l'année, alors que l'été a pu être un petit peu mouvementé justement sur les marchés boursiers. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Marc Faber. Bonjour Marc Faber. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé chez LGF Patrimoine et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Vous êtes président de Savignan. Alors, messieurs, je vous propose de faire un petit point effectivement sur la manière d'aborder les marchés actions en cette rentrée. On a pu suivre sur tout l'été des questionnements, des chahutements sur les marchés actions. Alors, certains mettaient ça sur le compte de faible volume cet été, d'autres sur quand même des nouvelles qui étaient pas si rose que ça, notamment en matière d'emploi, de chômage, d'indicateurs économiques venant de Chine. On a également découvert il y a quelques jours les résultats d'NVIDIA, cette thématique intelligence artificielle qui tire le marché américain avec des attentes de plus en plus hautes de la part des investisseurs. Un petit mot peut-être avec vous, Marc Faber, pour commencer. Comment est-ce que vous avez vécu cette séquence marché financier cet été ? Est-ce que effectivement, comme il y avait moins de volume, les mouvements étaient plus drastiques et on s'est un petit peu inquiété pour rien? Ou est-ce que derrière, il y avait quand même une tendance de fond qui montre que tout n'est pas réglé, notamment en matière d'atterrissage économique aux États-Unis? J'oserais dire qu'il y a sans doute une tendance de fond. D'accord. Parce que la vraie interrogation était de savoir est-ce qu'il y aura ou pas un atterrissage en douceur de l'économie américaine, et ça a été la question principale et ce qui a provoqué le premier rebond. Certaines rumeurs laissaient apparaître, entre autres avec l'emploi nord-américain, avec le fait que est-ce que la Fed est en retard ou est-ce que la Fed n'est pas en retard, est-ce que les taux vont bloquer. On a vu que éventuellement, l'emploi se portait un petit peu moins bien. On a vu aussi que la consommation se portait un peu moins bien. Donc, des vraies inquiétudes sont nées, sont un petit peu prématurées. C'est ce qui a créé, en tout cas, ces vicissitudes des marchés financiers, on va dire, plus que l'absence de volume, parce que l'absence de volume, c'est plutôt, on va dire, européen que nord-américain. D'accord. Donc vraiment plutôt un constat d'inquiétude. Enfin, finalement, en fait, Vincent Danis, il y avait cette idée que l'atterrissage en douceur était là, on avait envie de le voir, et là il y a eu un petit rappel où on nous a dit bah oui, attention, les indicateurs ne vont pas tous dans ce sens, on n'est pas dans une trajectoire linéaire d'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Enfin, globalement, l'été ne s'est pas si mal passé que ça. Oui, bien sûr, d'ailleurs des marchés plutôt satisfaisante. Après, ce qui est un peu perturbant aujourd'hui, c'est de voir la perception des analystes ou des acteurs qui en fait préfèrent voir plutôt qu'un malade qui serait encore fragile et qui viendrait donc d'être guéri parce que tout à coup ça irait légèrement mieux, eh bien ils préfèrent voir un malade auquel on va administrer un traitement. D'accord. Le traitement étant la baisse des taux à venir, confirmée durant l'été. On en attend juste l'ampleur. Et en fait, ce qui va maintenant orienter à la sortie de l'été l'orientation des marchés, c'est de savoir quelle va être l'ampleur du traitement. Si on a un traitement léger, on est sur la stratégie, sur le scénario d'atterrissage en douceur, tout va bien. Si on a un traitement lourd et qu'il y a une baisse d'un demi-point et pas de 0,25, ça voudra peut-être dire que le malade, en fait, est encore bien malade et beaucoup plus qu'on l'imaginait. D'accord. Et que par conséquent, on n'a peut-être pas complètement échappé encore à un risque de récession. Mais alors, ça pose une question qu'on peut se poser à tout moment de l'année, pas seulement à cette rentrée 2024, mais qu'est-ce qu'une bonne nouvelle pour les marchés financiers? On aurait pu s'attendre à ce que finalement une baisse des taux demandée par les marchés, attendue par les marchés, soit une bonne nouvelle. Là, on se rend compte que tout est dans le dosage. Finalement, si elle est
un petit peu trop forte. Potentiellement, ça voudrait dire que l'économie en avait besoin et que donc l'économie ne va pas si bien que ça aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est celle qui est meilleure à la publication que celle qui était attendue auparavant par les marchés. Oui, c'est même devenu un jeu de communication pour beaucoup, mais... Vous parliez des résultats de Nvidia. Il peut y avoir deux lectures. La première lecture, c'est oui, l'intelligence artificielle se développe et finalement c'est réconfortant pour tout le secteur. Et puis le résultat de cette belle publication, c'est que l'action baisse, corrige en bourse immédiatement après, simplement parce qu'on s'attendait aussi, en tout cas certains, à ce que la croissance soit encore supérieure aux 127% de hausse. On reviendra sur Nvidia dans un instant. Marc Faber, je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'une bonne marché en matière de politique qu'est-ce qu'une bonne nouvelle en matière de politique monétaire sur les marchés financiers en septembre 2024 ? En réalité, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui ne va pas surprendre les marchés. C'est complètement idiot comme réponse, mais c'est malheureusement dans les faits. Si les marchés sont d'accord entre eux, enfin si tout le monde est d'accord sur les marchés. Mais alors, donc... les marchés sont généralement, malheureusement, d'accord entre eux. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a un consensus mou, on va dire comme ça. D'accord. Si, comme disait Vincent, la Fed baisse de 0,25, ça voudrait dire qu'en définitive, la croissance nord-américaine n'est pas mal en point. Et que très probablement, cela va permettre d'abord d'alléger la pression sur les entreprises, et entre autres sur les petites et moyennes entreprises, et ce qui va permettre peut-être à d'autres figures de la cote de progresser. Et puis d'un autre côté, si c'est une baisse de 0,50, ça voudra dire, attention, on avait bien interprété les signes que l'activité nord-américaine allait décrocher, et la Fed n'ose pas aller plus loin que 0,50 pour ne pas nous inquiéter. D'accord. Point d'interrogation. Et c'est comme ça qu'éventuellement, on commence à monter des scénarios qui sont sans doute toujours exagérés. Mais dans un premier temps, on aura une baisse des marchés, ou du moins, on aura, si ce n'est pas une baisse, on aura une réaction qui ne sera pas fondamentalement positive. Et on l'a bien vu, pour reprendre ce que disait Vincent cet été, les marchés, en définitive, ont fait un très joli mois d'août. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu d'une idée que le marché nord-américain allait s'écrouler. On ne s'occupe plus du tout de l'Europe, on ne s'occupe pas de la France. La Chine, maintenant, on a interprété, on se dit c'est mort pour quelque temps. Regardons ce qui se passe sur le marché nord-américain. Et on ne passe son temps qu'à analyser le marché nord-américain. Eh ben, ça me fait une transition toute trouvée pour vous, Vincent. Qu'est-ce qu'on fait là en cette rentrée 2024 ? Est-ce qu'on regarde uniquement du côté de l'intelligence artificielle, puisque tous les yeux sont tournés vers l'intelligence artificielle et surtout vis-à-vis des résultats d'Nvidia, ou quand on est investisseur particulier, on a quand même un spectre un peu plus large de thématiques d'investissement. Quand on est conseiller en investissement financier, on cherche à privilégier le bon sens humain avant l'intelligence artificielle. D'accord. Et au-delà des rumeurs et du bruit, d'aller voir ce qui est factuel. Et par rapport à ce qui est factuel et à différents scénarios d'évolution, ce qui est sous-évalué ou ce qui pourrait se réévaluer davantage si tel ou tel scénario arrivait. Là, on a une perspective sur laquelle tout le monde s'accorde, même si on ne sait pas quelle va être l'ampleur, c'est la baisse des taux US. S'il y a une baisse des taux, donc ça veut dire qu'on est sorti de ce cycle de hausse des taux qui a pénalisé certains secteurs. Donc la question, ça va être quels sont les secteurs qui ont pâti de la hausse des taux et qui pourraient bénéficier de la baisse des taux. D'accord. Alors je peux donner un exemple qui parlera à ma sensibilité immobilière, c'est le secteur des foncières cotées. Mmh. Les foncières cotées, pour une fois, sont très en avance sur le non coté d'un point de vue évaluation et prudence dans les évaluations des immeubles. D'accord. Aux États-Unis ? Non, en France, en Europe, d'accord. En France. Et on a un écart de valorisation qui est très très important par rapport à la dernière valeur d'actifs actualisée et donc plus prudente. Mmh. On est à 40 ou 60% de décote sur les foncières. D'accord. Donc on est sur une décote supérieure à celle qu'on observe sur le non coté. En même temps, c'est une décote qui est anormale parce qu'on voit sur le non coté depuis un an qu'il y a une crise de liquidité. Et logiquement, on devrait être dans un contexte où il y a une prime de liquidité en faveur des foncières qui, elle, apporte une liquidité intrinsèque. Donc en toute logique, avec une baisse des taux, on va avoir la prime de risque sur les actifs immobiliers de rendement qui va se regonfler, Bien sûr. des évaluations revues à la hausse, l'actualisation des cash flows futurs va en bénéficier, et si on accepte un peu de volatilité à court terme, parce que c'est ça la seule fragilité des foncières cotées, c'est d'être très sensible à un léger flux de vendeurs parce qu'il y a très peu d'acheteurs fondamentaux, logiquement sur du moyen terme, on aura un peu mieux en performance immobilier de rendement que sur l'immobilier non coté. Un secteur qui me paraît à privilégier. Et un secteur que vous suivez de près depuis longtemps, si je me souviens bien, Vincent Danis. Marc Faber, même question. En septembre 2024, qu'est-ce qu'on regarde ? Je reviens sur l'intelligence artificielle. C'est pas parce que c'est à la une de tous les journaux, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas parler de bourse aujourd'hui sans parler d'Nvidia ou parler de cette thématique qui pourrait venir tout révolutionner. Est-ce que
effectivement, il y a le bon sens humain, mais est-ce que si on est trop seul à miser sur certaines classes d'actifs, on ne pourrait pas se retrouver dans le faux plutôt que d'aller effectivement là où tout le monde va, notamment l'intelligence artificielle? Alors moi, j'aimerais paraphraser le siècle dernier, on va dire quelque chose un peu désuet, c'est que dans le temps, s'il n'y a pas de .com, on est perdu. Oui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'intelligence artificielle, on est perdu. Alors souvenons-nous de ce qui s'est passé dans la crise de .com. Je ne pense pas qu'il y aura une crise sur l'intelligence artificielle. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ces valeurs sont chères, voire très chères, et il n'est pas certain que leur progression de chiffre d'affaires soit aussi importante que celle que l'on pourrait imaginer. Et très certainement, il risque d'avoir quelques déceptions. Pas forcément sur Nvidia, peut-être sur Nvidia, je ne sais pas aujourd'hui. En tout cas, il y a certainement d'autres valeurs qu'il faut regarder actuellement. Ce sont les valeurs qu'on a un petit peu délaissées. C'est-à-dire que tout ce qui est des valeurs liées à la consommation, tout ce qui est lié à l'industrie, qui, en fin de compte, n'ont pas progressé depuis au moins 3 ans. Et ces valeurs dites délaissées, mais qui ont des bénéfices, qui vont bénéficier aussi de la baisse des taux, vont certainement pouvoir améliorer leurs marges. Et à mon avis, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, ce sont des valeurs à regarder, à retrouver dans les portefeuilles. Et puis vous avez aussi l'effet des petites et moyennes valeurs qui, je pense, vont largement profiter aussi de la baisse des taux. On les a beaucoup vendues parce qu'il fallait s'en débarrasser du fait de la hausse des taux. Elles ont beaucoup souffert parce qu'elles sont moins liquides que des grosses valeurs. Et à mon sens, ce n'est pas idiot de les regarder à nouveau aujourd'hui si ce mouvement, et je pense que ce mouvement va se concrétiser, de la baisse des taux. Alors même qu'en Europe, on a déjà eu une baisse de taux et que ça n'a pas eu un impact très positif sur les petites et moyennes valeurs. C'était un début, j'oserais dire, continuons cette progression. La BCE, j'allais dire la Fed, la BCE prochainement va à nouveau acter d'une légère baisse des taux, on va dire, parce qu'elle est forcée d'y aller doucement compte tenu de la vigueur du dollar et de la faiblesse un peu inhérente de l'euro. Néanmoins, toute baisse des taux sera favorable à ces, non pas toutes petites entreprises, mais en tout cas ces entreprises de taille moyenne qui sont totalement délaissées parce que tous les regards, et vous l'avez vous-même exprimé, sont tournés vers la technologie, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les interrogations qui se posent, c'est ces valeurs vont-elles pouvoir continuer à progresser en fonction des bénéfices futurs? Dernière question avec vous, Vincent Danis. Quid de l'ESG? Alors l'ESG, quand on regarde du côté de tout ce qui est transition énergétique pure, industrie, les résultats sont un peu plus compliqués que si on regarde les fonds ESG au global. On voit quand même, n'empêche que de moins en moins de fonds ESG sont lancés, beaucoup moins en 2024 qu'en 2023 ou en 2022. Côté investisseurs particuliers, comment est-ce qu'on aborde la thématique pour la fin de l'année? Déjà, on s'attend à une évolution réglementaire qui peut amener les gestionnaires de fonds à changer la classification de leurs fonds. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on rencontre des épargnants qui veulent donner du sens à leur épargne, mais ils acceptent de moins en moins de trouver des pétroliers, des énergies fossiles en première ligne des portefeuilles, simplement parce que certaines entreprises pourraient être bien notées sur le plan social ou sur le plan de la gouvernance et pas sur le plan environnemental. Donc il est important d'aller donner beaucoup plus de clarté et on a un rôle compliqué mais essentiel à jouer entre ce qu'il y a à l'intérieur des fonds, la manière dont le gérant procède pour sélectionner ou de ne pas sélectionner telle ou telle valeur, voire l'étiquette réglementaire qui est à côté. Après, il y a quand même un élément de fond qui est extrêmement favorable, c'est que la dynamique est vertueuse. Les entreprises, sachant qu'elles vont être regardées sur ce plan-là, ils font de plus en plus attention. Et puis on sait qu'il va y avoir des investissements massifs dans des infrastructures, dans des transitions énergétiques. Et globalement, ça, c'est favorable à l'ensemble de ce secteur d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup messieurs, on n'avait que 15 minutes pour essayer de comprendre un petit peu toutes les grandes dynamiques à l'œuvre donc sur les marchés boursiers. Merci en tout cas Vincent Danis, président de Savignan. Merci Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Merci à vous deux donc de nous avoir accompagnés. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous allons faire un focus sur les contrats luxembourgeois. Nous allons tenter de comprendre ce qui relève du mythe et de la réalité. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hugues Chanteau. Bonjour Hugues Chanteau. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé gérant chez PNG Consulting Gestion Privée. Alors le contrat luxembourgeois nourrit beaucoup d'attentes vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs, les plus fortunés généralement, notamment en matière de fiscalité, en matière de souplesse d'investissement. Mais un argument qui est aussi beaucoup mis en avant, c'est
protéger le fait que l'on soit un créditeur de rang 1 en cas de faillite de l'assureur, si je ne dis pas de bêtises, Hugues Chanteau, vis-à-vis de l'État luxembourgeois? Oui, tout à fait. C'est un des avantages qu'on met souvent en avant sur le contrat luxembourgeois, c'est son côté sécuritaire. Alors, j'ai envie de dire sécuritaire à deux titres. D'abord, la sécurité de vos placements en tant que tel, parce qu'au Luxembourg, on entend souvent parler de super privilèges, de commissariat aux assurances, de ségrégation des actifs. Donc, il y a vraiment un côté sécuritaire qui est très mis en avant sur le contrat luxembourgeois, là où pour les contrats français, vous savez, on est limité à cette garantie de 70 000 € par épargnant et par assureur. Bien sûr. Et encore garantie dont le fonds de garantie couvre à peine 0,1% des montants qu'il est censé garantir. Donc ce côté garantie au Luxembourg est assez intéressant. Maintenant, j'ai presque envie de le classer du côté des mythes, parce que si vous avez un gros assureur qui fait faillite, de type, en France par exemple, de type Cardiff, Allianz ou que sais-je, vous aurez une telle vague systémique sur la finance mondiale que vos actifs auront beau être ségrégés. Si vous avez investi sur des actions, même si on vous assure que vos actions sont bien toujours à vous, elles vaudront probablement plus grand-chose. Donc finalement, cette sécurité, on croit dans le système financier où on n'y croit pas vraiment. Ça ne va pas être pour moi l'argument principal. Mais justement, une question là-dessus, c'est une vraie crainte quand on est investisseur fortuné de voir un grand assureur potentiellement faire faillite lorsqu'on lui confie des actifs? Non, parce qu'un gros assureur qui fait faillite, ce serait quelque chose de trop systémique. L'État ne laisserait pas faire et les autres assureurs ne laisseraient pas faire. Non, on voit effectivement des épargnants qui se dirigent vers le Luxembourg en se disant aussi je protège mon argent. Vous savez, la fameuse loi Sapin 2, Sandrine Rousseau qui dit on pourrait taper dans l'argent des Français, ce genre de choses. On protège son argent en cas de remous politique, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, faut pas oublier que Sapin 2, c'est la loi qui permet au gouvernement de bloquer les retraits pendant 6 mois, renouvelables une fois. C'est des conditions qu'on a déjà connues avec la remontée des taux, qui n'a pas été appliquée. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au Luxembourg, cette loi ne fonctionnerait pas, sauf si vous avez du fonds en euros, qui souvent est réassuré en France. D'accord. Si vous êtes sur un pur player luxembourgeois, généralement, vous n'avez pas de fonds en euros. Si vous êtes sur une filiale française et que vous avez du fonds en euros, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce fonds en euros, il est probablement réassuré en France et donc ça ne marche pas. Donc, si vous avez un contrat d'assurance vie luxembourgeoise investi en fonds en euros, quelque part, finalement, vous revenez dans un système français et donc c'est la réglementation française qui s'applique. Exactement, et vous avez un semblant de protection, mais en réalité, vos fonds sont en France. Le contrat luxembourgeois, l'assurance vie luxembourgeoise, offre-t-elle une fiscalité plus avantageuse, Hugues Chanteau? Parce que c'est quand même un peu l'idée derrière. On va mettre une partie de ses avoirs dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Est-ce que derrière, la fiscalité est plus avantageuse? Alors, plus avantageuse que quoi? C'est ça la vraie question. Oui. Entre un résident fiscal français qui aurait un contrat français et un résident fiscal français qui aurait un contrat luxembourgeois, les deux auront la même fiscalité. En réalité, la fiscalité qui s'applique, c'est la fiscalité du pays. Ce qui est intéressant, c'est si jamais vous envisagez, par exemple, d'être expatrié, si vous envisagez de partir dans différents pays, l'avantage, c'est que votre contrat va vous suivre finalement et va suivre la fiscalité du pays dans lequel vous serez. Là où si vous avez un contrat français et que vous allez dans un pays qui n'a pas de convention de non-double imposition avec la France, si vous faites un rachat, potentiellement, vous pourrez être fiscalisé dans les deux pays. D'accord. Avec un contrat luxembourgeois, ce ne sera pas le cas. Voilà, donc ça dépend vraiment de là où vous vous situez. Donc c'est plus intéressant pour des expatriés, si je comprends bien, que pour des résidents fiscaux français en matière de fiscalité. Mais il y a d'autres raisons d'aller investir sur un contrat luxembourgeois et on finira là-dessus. Et ça, pour le coup, c'est souvent mis en avant, c'est cette large souplesse d'investissement plus grande que sur des contrats français. Ouais, alors là, pour le coup, je le classe vraiment dans la réalité. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois a vraiment des possibilités d'investissement que n'ont pas les contrats français. En France, vous êtes tenu finalement par ce qu'on appelle l'offre financière de l'assureur qui vous dit voilà la liste des fonds ou éventuellement des actions, quelques obligations sur lesquelles vous pouvez investir. En assurance vie, vous pouvez faire référencer un certain nombre de fonds non cotés, vous pouvez mettre des hedge funds, vous pouvez mettre du private equity, vous pouvez mettre des obligations en direct. J'ai souvenir d'un client pour lequel on a fait un contrat sur 100% obligations en direct perpétuelles. Enfin, voilà, on a vraiment une très grande souplesse. On peut aussi investir en devises, on n'est pas limité à la devise euro, on peut aller en francs suisses, en dollars, etc. Donc là, on a vraiment un terrain de jeu qui est beaucoup plus sympathique que sur les contrats français. Maintenant, bien entendu, il faut un niveau de patrimoine un peu plus important que sur les contrats classiques en France. Merci beaucoup Hugues Chanteau de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez PNG Consulting Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.